Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours de l'unité 12. Dans le dernier cours, nous avons examiné le contexte de gestion et de législation pour la mise en œuvre des débits environnementaux pour les barrages. Examinons maintenant les techniques et les technologies d'ingénierie permettant d'assurer réellement la mise en œuvre des débits environnementaux pour les barrages. Pour ce cours, je m'appuierai principalement sur ces deux documents que vous voyez sur la diapositive. Le chapitre de droite, qui date de 2017, est l'une de vos lectures obligatoires. Il est rédigé par Gregory Thomas de l'Institut du patrimoine naturel. Il est également co-auteur du rapport de gauche et responsable de l'initiative mondiale pour la réoptimisation des barrages. J'ai inclus une excellente vidéo présentant cette initiative. Vous la trouverez parmi les vidéos dans la section des ressources supplémentaires pour cette unité 12.2. Avant d'examiner les technologies, plaçons-nous brièvement dans la peau de l'exploitant du barrage pour examiner les différentes motivations des lâchers de débit en fonction des objectifs et des buts du barrage et du réservoir. Considérez également que pour un barrage de stockage, l'opérateur pense à gérer à la fois le niveau du réservoir et les lâchers. Dans le cas d'un barrage au fil de l'eau, l'exploitant dépend davantage du débit du fleuve. Les points de prélèvement de l'eau fournis par le barrage peuvent également se trouver sur le site même du barrage ou plus en aval. L'exploitant d'un barrage de stockage aura une perspective annuelle, voire interannuelle, de captage et de stockage de l'eau pendant les parties les plus humides de l'année pour l'utiliser pendant les mois secs. Si la maîtrise des crues fait partie des objectifs du barrage, l'exploitant essaiera d'entrer dans les mois les plus humides avec un niveau de réservoir réduit et donc un potentiel de stockage plus important. La capture des débits maximaux de la saison des pluies sera particulièrement importante lorsque l'irrigation est un objectif, car les demandes en eau agricole sont maximales pendant les mois secs dans les systèmes agricoles qui fonctionnent toute l'année. L'approvisionnement en eau pour les usages domestiques et industriels sera plus uniforme tout au long de l'année, mais augmentera probablement pendant les mois secs. Les demandes d'hydroélectricité présentent des pics saisonniers pendant les périodes les plus froides et les plus chaudes de l'année, lorsque l'électricité est utilisée pour le chauffage ou le refroidissement. Si les saisons humides et sèches correspondent respectivement à l'hiver et à l'été, les prix de l'énergie peuvent également varier en fonction de la saison. Le prix augmentera généralement pendant les mois les plus secs lorsque l'eau pour réduire le coût de l'électricité pour produire l'électricité pourrait être limitée. L'eau pour l'irrigation et l'approvisionnement domestique ou industriel peut également être livrée sur une base hebdomadaire ou quotidienne, selon le niveau de stockage intermédiaire que possèdent les fournisseurs d'eau. La variabilité temporelle de la demande en eau la plus résolue provient de l'hydroélectricité, qui varie sur des échelles de temps horaires. Comme l'électricité produite dans les centrales hydroélectriques est livrée aux utilisateurs à une vitesse proche de celle de la lumière et que le stockage est limité dans le système, la variation de la demande dépend de l'évolution rapide des besoins des utilisateurs. Les heures de pointe sont le matin, lorsque les habitants de la ville se réveillent et allument les lumières, ainsi que les après-midi et le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux après le travail. Pour répondre à ces besoins, l'exploitant du barrage peut devoir modifier considérablement les lâchers tout au long de la journée. Cela conduit à un processus écologiquement dangereux appelé hydropicking, et nous discuterons de la manière d'y faire face dans ce cours. Pour les loisirs, l'exploitant du barrage peut penser au niveau de réservoir les mieux adaptés à la baignade et à la navigation de plaisance, ou au débit en aval les mieux adaptés au rafting ou au kayak en eau vive. Enfin, il y a l'environnement.
qui, comme nous l'avons appris, a des exigences de débit potentiellement très variables, mais que l'exploitant du barrage souhaite simplifier en un débit minimum lorsque d'autres lâchers en aval ne sont pas nécessaires et peut-être une impulsion de débit occasionnel, de débit élevé occasionnel. Quel ensemble complexe de motivations potentiellement convergentes et divergentes pour les lâchers de débit, qui sont affectés par la quantité de stockage disponible, le moment et le degré de consommation de chaque demande et le régime de débit intégré final s'étendant en aval jusqu'au réservoir et au point de contrôle du débit suivant. Essayez de garder tout cela à l'esprit en examinant une par une les différentes techniques et technologies disponibles pour atteindre nos objectifs en matière de débits environnementaux. Quelles sont donc les options dont dispose l'exploitant du barrage pour contrôler les lâchers d'eau? La caractéristique la plus fondamentale et la plus universelle de tout barrage est une forme de déversoir ou de prise d'eau. Le déversoir peut être positionné à n'importe quel niveau du barrage, mais la plupart permettent à l'opérateur de libérer les débits dans la plupart des conditions de niveau du réservoir. Comme nous le verrons par la suite, la présence de plusieurs déversoirs à différents niveaux dans le réservoir est encore meilleure. Pour les réservoirs hydroélectriques, il y a une conduite forcée pour transférer l'eau du réservoir à la centrale où elle peut faire tourner une turbine pour produire de l'électricité. L'eau sort de la centrale et retourne à la rivière par le canal de fuite. La plupart des barrages seront équipés de plusieurs turbines, idéalement de différentes tailles, pour permettre des débits différents selon la turbine utilisée. De plus en plus, les exploitants des barrages placent également des turbines, même sur le débit minimum continu libéré. Lorsque le passage ou les passages pour poissons sont présents, leurs débits doivent être également pris en compte, bien qu'ils soient souvent généralement assez faibles. Cette combinaison de déversoir, de conduite forcée, de passage à poissons offre à l'exploitant du barrage la possibilité de lâcher les débits en aval de manière à répondre à multiples objectifs. Un domaine de recherche actif sur l'exploitation des barrages et des réservoirs est l'optimisation des lâchers pour répondre à des objectifs multiples, y compris les débits environnementaux. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances à ce sujet, j'ai inclus dans le cours un article de Jagger et Smith datant de 2008. J'ai mentionné que ce serait l'idéal si les exploitants de barrages ont la possibilité de libérer de l'eau à différentes profondeurs dans le réservoir. C'est important pour contrôler la température des débits en aval. Les réservoirs se stratifient thermiquement, l'eau froide s'accumulant au fond et des couches d'eau de plus en plus chaudes s'accumulent au-dessus. La température est une variable importante dans les écosystèmes fluviaux. Les espèces sont adaptées aux plages de température naturelles et les changements saisonniers de température peuvent indiquer différents types de comportements ou de processus hormonaux. Lorsque les barrages libèrent de l'eau à des températures inappropriées pour la saison, ils perturbent les processus écologiques et peuvent même tuer des espèces. L'effet le plus étudié de ces températures concerne les espèces de salmonidés qui ont besoin de températures d'eau fraîche à froide toute l'année. Voici une photo du barrage du lac Sartha en Californie. Si vous regardez de près le barrage, vous remarquerez des prises d'eau à différents niveaux. Cela permet à l'exploitant du barrage de contrôler la température des lâchers. Au printemps, lorsque la température de l'eau est plus froide, les opérateurs lâchent de l'eau au niveau supérieur du réservoir. Mais au cours de l'été, lorsque la température augmente, l'eau est lâchée à de plus grandes profondeurs. Cette approche opérationnelle a eu des effets bénéfiques sur les populations de poissons et les écosystèmes en aval. Pour revenir un instant à cette diapositive,
Nous devrions également reconnaître l'importance de l'évacuation des sédiments des barrages. L'accumulation de sédiments dans les réservoirs est un problème mondial qui entraîne la perte de la fonction de réservoir et la privation de sédiments des tronçons en aval, des deltas et des côtes. L'enlèvement des sédiments des barrages est une question difficile, bien différente de celle des lâchers de débit. Examinons la question de plus près. Outre le maintien des régimes d'écoulement en aval, les meilleures pratiques en matière de gestion des rivières exigent le maintien des régimes de sédimentation. Vous avez appris l'importance de ce point dans l'unité précédente. Kondorf et ses collaborateurs en 2014 ont distingué 3 grandes catégories de méthodes. La première est celle qui réduit le rendement de sédiments en amont, idéalement en réduisant la production de sédiments à la source et en conservant les sols en amont. Lorsque cela n'est pas possible, il dispose des mesures pour piéger les sédiments au-dessus du réservoir. Cela permet d'éviter les pertes de fonction du réservoir, mais ne permet pas de traiter l'impact en aval. Une deuxième catégorie de méthodes a pour but d'acheminer les sédiments autour et à travers le réservoir. C'est un défi extraordinaire et un sujet actif de recherche en ingénierie. Je dirai plus à ce sujet dans la prochaine diapositive. Et enfin, il existe des méthodes pour récupérer le volume de stockage. Il s'agit de méthodes d'excavation mécanique assez simples mais coûteuses, ainsi que de techniques d'évacuation hydraulique qui ont généralement leurs limites. L'article de Kondorf et ses collaborateurs, ainsi que l'article plus général de Jalon et ses collaborateurs en 2017, sont dans les dossiers de lecture supplémentaires afin que vous puissiez approfondir ces questions de gestion des sédiments dans les réservoirs. Les constructeurs de barrages prennent clairement ce sujet au sérieux, comme le montre la photo de la vanne de sédimentation du barrage des Trois Gorges. L'illustration de droite montre un tunnel de dérivation des sédiments qui est la vision des meilleures pratiques futures en matière de gestion des sédiments. Le rinçage du réservoir est problématique car les sédiments plus grossiers sont déposés au bord amont du réservoir, loin des vannes, au fond des barrages. L'objectif est donc de rediriger et de transporter les sédiments depuis l'entrée du réservoir au-delà du barrage jusqu'en aval. Beaucoup de travail reste à faire pour permettre d'atteindre cet objectif et les débits en aval doivent également être générés pour faciliter la poursuite du transport des sédiments en aval. Pour le reste de ce cours, je voudrais me concentrer principalement sur les questions liées à l'exploitation des barrages hydroélectriques, tant pour la production d'énergie que pour les débits environnementaux. Ces deux objectifs nécessitent des débits variables, mais généralement de magnitude, fréquence, moment, durée et taux de changement très différents. Ces photos montrent un exemple de barrage de débit en aval dû à l'hydropicking. Comme je l'ai déjà mentionné, les centrales hydroélectriques sont souvent exploitées pour fournir plus d'eau en heure de pointe, en se mettant en marche et en arrêtant en fonction de la demande d'électricité. Cela entraîne des changements rapides et de courte durée des débits qui maximisent la production d'énergie en cas de besoin, mais nuisent aux écosystèmes. Des restrictions peuvent être imposées sur le degré de variation du débit autorisé pendant les heures de pointe. Cet article est tiré d'une ordonnance autrichienne qui limite les fluctuations anthropiques du débit d'eau à un changement maximal d'un facteur 3 entre les valeurs de débit faibles et élevées d'une pointe.
Il existe également que la proportion du lit recouvert par l'eau ne change pas de plus de 20% entre les pointes de hautes eaux et de basses eaux lors de l'éclusée. De telles règles contribuent à limiter les impacts écologiques, mais certaines communautés fluviales peuvent encore être affectées. Les impacts écologiques les plus dramatiques comprennent l'échouage des poissons sur les berges des rivières, le niveau des rivières diminuant rapidement. Un autre impact, moins visible, est illustré dans cette figure qui est tirée d'un des matériels de lecture. Elle reconnaît que les berges des rivières sont les principaux sites de ponte des grands insectes et que l'humidification et l'assèchement répété de ces berges limitent gravement les capacités de reproduction de ces insectes. Comme vous vous en souvenez dans l'unité 8, les insectes sont une composante vivante importante des systèmes pluviaux et les perturbations de leur population affectent d'autres organismes par le biais des réseaux alimentaires et d'autres formes d'interaction entre espèces. L'article de Kennedy, référencé sur l'écran, suggère que l'impact sur les insectes pourrait être considérablement réduit en arrêtant l'hydropicking les week-ends pendant les saisons de ponte des insectes. Les week-ends sont aussi généralement une période où la demande en électricité est réduite. Il note qu'un seul insecte femelle peut pondre des centaines ou des milliers d'œufs qui éclosent sur une période de plusieurs jours à plusieurs semaines, de sorte que la fourniture d'un débit stable le long des berges des rivières, même 2 jours par semaine, peut suffire à rétablir leur nombre. Même avec de meilleurs efforts des exploitants de barrages pour optimiser leur lâcher de débit, il est souvent impossible de répondre simultanément aux exigences des débits environnementaux et aux objectifs de production d'énergie. Dans de tels cas, des interventions techniques supplémentaires peuvent être nécessaires. Une option est de construire des barrages de régulation ou barrages à bief aval. Ceux-ci sont construits au niveau ou juste en aval du canal de fuite du système hydroélectrique et doivent avoir un stockage suffisamment important pour moduler le degré d'altération du débit causé par les lâchers du barrage en amont. Dans ce système combiné, les débits de barrage en amont peuvent être libérés pour maximiser la production d'électricité, tandis que les débits environnementaux du barrage de régulation sont libérés pour atteindre des objectifs de débit. De l'énergie supplémentaire peut être produite au barrage de régulation. Cette approche entraîne toujours une modification du débit, ce qui a un impact sur la connectivité du système fluvial, mais les modifications du tronçon les plus en aval peuvent être minimisées. Une opportunité similaire de régulation se présente lorsqu'il y a plusieurs barrages sur une même rivière. Dans ce cas, le fonctionnement des barrages peut être conditionné de manière à maximiser la production d'électricité, d'énergie électrique dans les barrages en amont tout en utilisant les barrages en aval pour la régulation. Pour en savoir plus sur cette approche, visionnez la vidéo de l'Initiative mondiale de réoptimisation des barrages. Cette approche et d'autres pour la révision de l'exploitation des barrages hydroélectriques nécessiteront probablement des changements supplémentaires dans le réseau de production électrique, comme la construction de centrales supplémentaires pour compenser les pertes de production d'énergie hydroélectrique. Cette approche nécessite clairement une coopération entre les barrages concernés, ce qui est rendu difficile si chacun d'entre eux est détenu et exploité séparément. L'exploitation coordonnée des barrages à l'échelle des bassins est un domaine actif de recherche, de négociation et de démonstration. Une dernière approche pour ajuster la variabilité des débits des barrages hydroélectriques en fonction de la demande consiste à mettre en œuvre un pompage turbinal. Comme pour l'utilisation de barrages de régulation ou de cascade, le pompage turbinal nécessite la construction d'au moins 2 barrages, l'un en dehors du chenal du fleuve à une altitude plus élevée que l'autre.
Dans ce système, l'électricité est produite en continu en libérant les débits du barrage inférieur, peut-être même avec une variabilité favorable à la délivrance des débits environnementaux. Lorsque les tendances d'électricité sont élevées, l'électricité produite est envoyée au réseau, mais lorsque les demandes d'électricité sont faibles, l'énergie produite est utilisée pour pomper l'eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur. L'eau stockée dans le réservoir supérieur peut ensuite être relâchée dans le réservoir inférieur pendant les heures de pointe, ce qui permet de produire de l'électricité simultanément et d'augmenter la puissance fournie au réseau électrique. C'est un moyen de stocker de l'énergie hydroélectrique produite pendant les périodes de faible demande pour l'utiliser pendant les périodes de forte demande. L'efficacité de ce processus est de 70 à 80%. L'utilisation de cette approche est encouragée dans différentes parties du monde, mais surtout en Amérique du Nord et en Europe. Toutes les techniques impliquant plusieurs barrages sont bien sûr assorties de prix élevés qui limitera leur application. Nous avons couvert une variété de techniques et de technologies pour permettre la mise en œuvre de débits environnementaux dans l'exploitation des barrages individuels ou multiples, et vous pouvez trouver beaucoup plus de détails dans les lectures supplémentaires, les sites web et les vidéos sur le e-campus. Pour les messages à retenir, n'oubliez pas que les exploitants de barrages sont motivés par une série de demandes et d'objectifs liés à la finalité du barrage. L'optimisation de l'exploitation d'un barrage pour les débits environnementaux entrave généralement sa capacité à atteindre d'autres objectifs, ce qui rend la réexploitation difficile. Les barrages disposant de multiples moyens de libérer l'eau et des sédiments auront une plus grande souplesse pour répondre à leurs objectifs multiples. Mais, même en appliquant des algorithmes d'optimisation avancés, il sera souvent impossible d'atteindre tous les objectifs de manière satisfaisante, en particulier entre l'hydroélectricité et les débits environnementaux, qui nécessitent tous deux des débits variables. Des interventions d'ingénierie supplémentaires impliquant des barrages de régulation ou l'exploitation coordonnée de plusieurs barrages permettent de mettre l'accent sur les débits environnementaux lors de la libération des barrages inférieurs. Mais cela est également coûteux et peut conduire à des réductions de la production d'électricité. Le pompage turbinal est de plus en plus utilisé et constitue un moyen de stocker l'énergie hydroélectrique lors de la libération des débits pendant les périodes de faible et de forte demande électrique. L'eau stockée peut être utilisée pour produire de l'électricité supplémentaire pendant les périodes de forte demande. L'éventail des techniques et technologies mises en œuvre présentées montre que les barrages peuvent être exploités de manière plus durable tout en assurant les débits environnementaux. Mais l'application de ces techniques est coûteuse et nécessite des années d'une planification préalable et un engagement continu. Dans le prochain cours, nous examinerons la mise en œuvre des débits environnementaux à l'échelle des bassins, qui envisage également des moyens de réduire au minimum la nécessité de construire des barrages. Merci.